Comme je le disais, je suis extrêmement reconnaissant aux membres du bureau, aux anciens présidents, à tous nos confrères, à tous mes confrères et consoeurs de leur attitude, de leur aide au cours des derniers mois. Évidemment, il est un peu décevant que le programme de communication et de conférence que nous avions mis au point n'ait pas pu avoir lieu, mais vraiment la gentillesse, la compréhension de tout le monde a été un plaisir. On dit souvent que les crises révèlent les caractères, pour le meilleur et pour le pire, mais dans le cas de l'Académie, ça a vraiment été pour le meilleur et je me réjouis chaque jour de collaborer avec vous. Aujourd'hui, comme l'indique la diapositive affichée, décorée par un dessin de ma fille à l'âge de 4 ans, je crois. Vous voyez que l'autruche est quelque chose qui m'occupe depuis longtemps, au point de terrifier mes enfants. Aujourd'hui, en tant que président d'une académie des sciences, belles-lettres et arts, j'ai décidé de vous proposer un discours qui parle un peu de science, un peu de littérature et même un peu d'art. Et un sujet s'est naturellement imposé à moi, l'autruche. En effet, à droite, à gauche, au centre, il existe une sorte d'unanimité dans le discours médiatique et politique. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas se cacher. S'agit-il d'environnement? Voilà ce que nous dit l'Union, journal de Reims, je crois. Si la politique de l'autruche pouvait, elle aussi, être en voie d'extinction, ce ne serait pas une mauvaise chose pour la planète. Ou encore, pour titrer cette manifestation des Amis de la Terre qui protestent devant le siège d'Amazon, environnement, pourquoi la politique de l'autruche prime-t-elle dans les entreprises? Ou encore, manifestation cette fois-ci sur une plage en Australie, contre le réchauffement climatique, des manifestants mettent la tête dans le sable. Nous sommes en 2014. Voilà pour l'environnement. S'il s'agit de prostitution, l'autruche est également utile. Je cite Madame Najat Vallaud-Belkacem. Il y a une vraie schizophrénie autour de la prostitution. Au niveau national, tout le monde fait la politique de l'autruche, disait-elle en 2012. S'agit-il de Brexit? Eh bien, nous avons un dessin de Sergueï dans Le Monde. S'agit-il d'organismes génétiquement modifiés? Toujours dans Le Monde, un autre dessinateur, Nicolas Vial. Énergie non renouvelable, le même Nicolas Vial utilise l'autruche, cette fois-ci d'une façon différente. Elle ne se met pas la tête dans le sable, mais sa tête est transformée en distributeur d'essence. Coronavirus, évidemment. Eh bien, voilà ce que dit Suisse Info. Cependant, de nombreuses entreprises adoptent la politique de l'autruche. Trop d'employeurs ne respectent pas les directives du Conseil fédéral pour protéger les employés. Ou encore, je sors tout juste de la réunion sur le Covid-19 avec le gouvernement et les chefs de parti. Le ministre de la Santé est dans le déni complet de la réalité. C'est la politique de l'autruche sur les tests, les contrôles aux frontières, le nombre de lits de réanimation. Urgence à agir si on veut éviter un reconfinement. C'est le compte Facebook de M. Dupont-Aignan. C'était en septembre dernier. Immigration, de même. Gérard, c'est un petit peu plus ancien, c'est 2018. Gérard Collomb ou la politique de l'autruche. Avec la loi Asile-Immigration, le gouvernement épouse la politique cynique de gestion des migrations que préconise l'Union européenne elle-même. Cynique, irréaliste et moralement insoutenable. Ça, c'est le site regard.fr. C'est le seul, à ma connaissance, qui parle du cynisme de l'autruche. Normalement, l'autruche a beaucoup de défauts, mais celui-ci est rarement invoqué. Dans tous les domaines, donc, la situation est simple. Il convient d'affronter la réalité en face, de regarder le danger droit dans les yeux. Ces propositions font évidemment l'unanimité. Elles ne peuvent être contredites. Elles n'admettent pas d'alternative. A-t-on jamais entendu un personnage public dire « Chers compatriotes, la situation est grave, je préconise la politique de l'autruche ». Ceux qui nient la gravité, voire la réalité de la pandémie actuelle, qui dénoncent un couvre-feu totalitaire pour un virus imaginaire,
ne dessinent pas pour autant une autruche sur leur banderole. Le Strutio Camellus, nom savant de l'autruche, fait donc l'unanimité contre lui. Il est l'objet d'un ridicule, d'une désapprobation universelle. En réaction à cette injustice, je propose une double enquête. D'abord une histoire naturelle de l'autruche, de Diodore de Sicile à nos jours, en passant par Pline et Buffon, puis une histoire de l'expression politique de l'autruche. Ce faisant, nous établirons une petite généalogie de quelques-unes des idées reçues relatives à cet étrange oiseau, mais la tâche n'est pas facile, car de nouvelles couches d'erreurs sont venues recouvrir les anciennes. Voici par exemple ce qu'on peut lire sur plusieurs sites internet qui se recopient les uns des autres sans qu'on sache d'où vient l'information. Alors, je lis une partie de ce texte, c'est une capture d'écran d'un site. C'est au XVIIe siècle que se multiplient les expressions sur l'autruche, comme par exemple se cacher la tête comme l'autruche. Depuis toujours, les hommes voient l'autruche comme un animal particulièrement stupide, qui enfouirait sa tête dans le sable dès qu'il prend peur pour ne pas voir qui le menace, ce qui le menace. En effet, Pline l'Ancien écrivait déjà, ouvrez les guillemets, les autruches sont les animaux les plus stupides du monde, elles croient se rendre invisibles en plongeant la tête dans le sable, fermez les guillemets. Or, ce comportement n'est en fait qu'une légende. On verra que, dans ce paragraphe, qui prétend combattre une erreur, tout, ou presque, est faux. L'expression « se cacher la tête comme l'autruche » ou tout autre du même genre est introuvable au XVIIe siècle, Laurent Théroin me contredira peut-être. On n'a pas toujours considéré l'autruche comme stupide, je vais le montrer, et la citation de Pline est une pure invention. Il n'a jamais écrit que les autruches sont les animaux les plus stupides du monde, ni même qu'elles se cachent la tête dans le sable. Il faut donc faire une petite mise au point sur l'histoire naturelle de l'autruche. Entre l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et Wikipédia, il y eut, pour les enfants des années 60 du siècle dernier, tout l'univers. Une encyclopédie publiée par la maison Hachette, qui paraissait tous les mercredis sous forme de fascicules. C'est là que, il y a un demi-siècle, j'ai rencontré l'autruche pour la première fois. Florilège de cette double page. Mais là, je vais même grossir la partie en haut à gauche. Voilà. Ces divers objets n'ont pas été trouvés chez un antiquaire, ni dans la boîte à outils d'un mécanicien, mais dans l'estomac d'une autruche. Un tel amas ne tarde pas à empêcher la digestion d'aliments véritables, provoquant ainsi la mort de l'animal. Autre citation, « Elles vivent en parfaite entente avec les antilopes, les gazelles et les zèbres. Du haut de leur cou, leurs grands yeux inquiets et méfiants scrutent l'horizon. Le moindre indice les fait partir dans une course effrénée. Pas même un cheval ne pourrait alors les rattraper. » Ou encore, chaque mâle choisit son épouse au cours d'une longue cérémonie. Il fait la roue, danse en agitant rythmiquement ses ailes et gonfle son cou. La femelle flattée se décide enfin à le suivre. On imagine l'impression que ces citations peuvent faire sur un jeune adolescent, et c'est peut-être cette double page fascinante, traversée par toutes les émotions humaines, j'allais dire, qui m'a conduit 20 ans plus tard à entreprendre une thèse sur l'histoire naturelle dans ses rapports avec la littérature. Si je m'étais attardé sur la page précédente, qui était consacrée aux satellites artificiels, Dieu sait ce qu'il serait advenu de moi. Aujourd'hui, cette double page continue à m'émouvoir, mais elle m'intéresse surtout par le rapport qu'elle entretient avec les textes anciens. Par exemple, avec Pline l'Ancien, la source la plus souvent citée. Alors je vais vous lire le texte de Pline. « L'autruche surpasse en hauteur un homme à cheval et le devance à la course. Ses ailes ne lui ont été données que pour l'aider à courir. Elle se sert de ses pieds pour combattre et saisir des pierres que, dans sa fuite, elle lance contre ceux qui la poursuivent. Les autruches dévorent sans discernement et digèrent tout avec une étonnante facilité. Mais, ce qui n'est pas moins étonnant, c'est la stupidité, stoliditas dans le latin de Pline, avec laquelle cet animal, d'une si haute taille, croit n'être plus aperçu lorsqu'il a caché sa tête dans un feuillage. » Mais il ne faut pas croire que cette source, Pline, soit une source. En effet, Pline copie
Diodore de Sicile, qui écrivait un siècle avant lui sa bibliothèque historique. Diodore qui lui-même se réfère explicitement à des sources pour la plupart perdues. Buffon qualifie l'autruche, à laquelle il consacre une cinquantaine de pages dans l'histoire des oiseaux en 1770, il la qualifie d'animal ancien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un animal ancien? C'est d'abord pour Buffon un animal qui n'a pas évolué, même si le terme est anachronique, dont l'espèce est restée pure et sans mélange. Mais un animal ancien, c'est aussi un animal qui de tout temps a figuré dans le paysage culturel de l'Occident. C'est en ça que l'autruche est ancienne, et qui occupe donc une place déterminée, presque fixe dans cet imaginaire, à la différence par exemple de la girafe, dont Furetière nous dit encore que c'est un animal mythique. L'autruche, non. L'autruche n'a pas bougé de ce point de vue. L'autruche de Diodore ou l'autruche de Pline, c'est la même que la nôtre. Les autruches sont familières grâce à la Bible ou à la ménagerie de Versailles, puisqu'il y avait les autruches à Versailles à la fin du XVIIe siècle, mais elles demeurent mystérieuses, elles demeurent méconnues, et Buffon peut dire « Il n'y a guère de sujet d'histoire naturelle qui ait fait dire autant d'absurdités que l'autruche ». L'autruche est en outre un animal à la croisée de multiples discours. L'article « autruche » de l'encyclopédie, par exemple, assez banal, est pourtant l'œuvre de 3 auteurs différents. Daubenton, pour la partie histoire naturelle, le médecin Urbain de Vandenesse, qui recommande la poudre d'estomac d'autruche contre la dyspepsie, et Diderot lui-même, qui tient à ajouter son mot au sujet des plumes d'autruche, et notamment du petit gris. Le petit gris étant, certes, un écureuil, mais aussi, c'est ainsi qu'on nommait les plumes sur le ventre, grises sur le ventre de l'autruche. À tout point de vue, l'autruche, donc, est un être mediae naturae, mi-oiseau, mi-quadrupède, mi-connu, mi-inconnu, mi-sauvage, mi-domestique. Avant le XVIIIe siècle, les discours sur l'autruche puisaient dans 2 traditions. Une tradition gréco-romaine profane, Aristote, Diodore, Pline, qui s'occupait surtout du physique de l'autruche et de son ambiguïté, et une tradition biblique et chrétienne, qui commence avec le livre de Job, qui continue avec le Physiologus, et puis d'autres bestiaires médiévaux. Tradition qui, elle, est fascinée par les mœurs de l'animal, matière à divers symboles et leçons morales. Mais pendant des siècles, les mêmes informations furent recyclées sans ordre particulier et sans nouvelles observations. La première perturbation dans cette économie n'est pas due à un observateur, mais à un savant polonais, Jan Johnston, qui est l'auteur en 1650 d'une Historia Naturalis de Avibus, une histoire naturelle des oiseaux, donc, vous aurez compris. Alors, Johnson a mauvaise presse, voilà ce que dit Wikipédia de lui. Il ne fait que compiler les ouvrages antérieurs et n'apporte guère de faits nouveaux. C'est vrai et c'est faux. Il compile les ouvrages antérieurs, il n'apporte pas de faits nouveaux, mais il ne fait pas que ça. Et Johnston marque une date très importante dans l'histoire naturelle pour 2 raisons. D'abord, il codifie la manière d'écrire un article d'histoire naturelle, qui jusque-là se faisait dans un total désordre, en établissant 10 rubriques qui se succèdent dans un ordre fixe. Description, le lieu, l'alimentation, la génération, les sens externes, le caractère, les antipathies, les maladies, la longévité et les usages. Usum, à quoi sert l'animal? Est-ce qu'il est mangeable? Est-ce qu'on peut utiliser ces plumes? Ces rubriques elles-mêmes sont soumises à un ordre interne. Donc ça, c'est nouveau. Ça commence donc avec Johnson en 1650. Une autre nouveauté chez Johnson, c'est le traitement des lieux communs. En effet, vous l'avez compris, les descriptions d'autruche sont fondées sur des lieux communs. On peut les compter, il y en a une vingtaine. Des lieux communs qui sont de 2 natures. Ceux qu'on pourrait appeler des clichés, qui sont d'ordre stylistique. Il s'agit souvent de comparaisons. Par exemple, l'abbé Pluche, dans le spectacle de la nature, nous dit « Elle a la tête autant et souvent plus élevée que celle d'un homme qui est à cheval. » C'est la même comparaison qu'on trouvait chez Pline et qu'on trouve chez d'autres auteurs. Donc ça, c'est du cliché stylistique.
Les clichés sont susceptibles de nuances, mais ils ne sont pas susceptibles de contradictions. Ce qui n'est pas le cas des idées reçues, autre type de lieu commun, qui avance un fait, vrai ou faux, peu importe. Par exemple, quand on dit « les autruches cèdent de leurs ailes comme de voiles pour courir », on peut être d'accord ou pas d'accord. Donc, contrairement aux clichés, les idées reçues sont falsifiables. Et c'est ce que fait Johnston. Avec Johnston, les idées reçues deviennent véritablement des lieux communs, c'est-à-dire des lieux de discussion. Certes, avant Johnston, il y avait déjà des débats entre les textes. Par exemple, Pline contredit Diodore quand il parle de la bêtise de l'autruche. J'y reviendrai. Ou Brunetto Latini, un Florentin du XIIIe siècle, contredit le livre de Job quand il voit dans l'abandon des œufs, qu'on reproche souvent à l'autruche laisse ses œufs au lieu de les pondre comme toute bonne poule. Job trouve que c'est un défaut moral. Brunetto Latini dit non, pas du tout, c'est une preuve de foi en la providence divine. Donc il y avait des débats entre les textes, mais il n'y avait pas de débat à l'intérieur de chacun des textes. Avec Johnson, les choses changent. Avant lui, les naturalistes de la Renaissance, par exemple le Suisse Konrad Gessner, dont l'Historia Animalium date des années 1550, pratiquaient abondamment la citation. Gessner donnait la parole à chacun, tour à tour, en ses façons. La phrase préférée de Gessner, c'est « Ego non sum expertus ». Tandis que Johnson, lui, intervient. Il juge, il sanctionne. Ses formules sont « verum est », ou à l'inverse « dubitatur ». Avec Johnson, le naturaliste est d'abord un critique. Tout naturaliste sera désormais tenu de critiquer tour à tour les lieux communs majeurs liés à l'autruche et de rendre compte de ce que Johnson appelle des contrariétés, c'est-à-dire des contradictions. Tous les auteurs ne disent pas la même chose. Alors voici les 6 premiers lieux communs du hit parade des clichés sur l'autruche. 1. L'usage des ailes comme voile pour aider la course. 2. L'aptitude à lancer des cailloux sur ses poursuivants avec ses pattes. 3. La capacité à digérer le fer. Très important, dans le dictionnaire des idées reçues, Flaubert, à l'entrée autruche, fait dire digère le fer. Non, digère les pierres. 4. La propension à se cacher la tête en cas de danger, on va y revenir. 5. La tendance à abandonner ses œufs. 6. Alors les 5 premières viennent de Pline. La 6e ne vient pas de Pline, elle vient de Oppien de Syrie, un auteur du IIIe siècle, dont on n'est pas bien sûr l'identité. Cet auteur dit que les autruches s'accouplent en se tournant le dos. Donc l'accouplement à tergo est devenu un lieu commun qu'on retrouve dans la plupart des histoires d'autruches. Alors 3 de ces lieux communs ont largement débordé du discours scientifique pour envahir la culture populaire, les dessins d'humour, la bande dessinée, la publicité, les fictions romanesques. Avant de quitter cette image, donc ça c'est l'autruche de l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon, dessiné par De Sève, 1770. Alors, je vais vous montrer des exemples d'utilisation populaire de l'autruche. Alors, premier cliché, donc c'est la course de l'autruche, course dansée. C'est un dessin d'un dessinateur américain qui s'appelle Gary Larson. Je traduis. Norman, regarde-toi, j'espère que je n'ai pas l'air aussi stupide que toi quand je cours. Mais vous avez un autre exemple sur la démarche de l'autruche, donc ça c'est Fantasia de Walt Disney. Donc la course, la démarche de l'autruche a fasciné. Deuxième cliché, c'est donc la capacité à digérer le fer. Ça c'est un emblème du XVIe siècle de quelqu'un qui s'appelle Joachim Camerarius le Jeune. Vous voyez l'autruche donc avec un fer à cheval qu'elle s'apprête sans doute à avaler. Mais vous avez aussi Mickey Mouse, enfin Walt Disney, avec Donald qui chevauche une autruche. On verra tout à l'heure un autre personnage chevaucher une autruche. Donc là, il y a un boulon. Mais vous avez aussi, là je n'ai pas d'exemple, mais vous l'avez sans doute en mémoire, le roman de Jules Verne qui s'appelle L'Étoile du Sud, dont toute l'intrigue repose sur le fait qu'une autruche a avalé un diamant.
Autre cliché, alors cette fois-ci la tête, l'autruche qui se cache la tête, ça c'est un dessin de presse anglais. Là vous retrouvez Gary Larson, un lion donc disant à l'autruche je te vois. Et plus curieux, voilà une publicité pour Citroën en 2005. Elle me rend perplexe cette si l'autruche, si la sécurité, si la sûreté de l'autruche est illusoire, hein, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser l'autruche pour parler de la sécurité de la C3 en 2005? Après Johnston, donc on peut appeler le premier naturaliste formaliste, hein, on peut parler d'une morphologie de l'autruche, comme Vladimir Prop parle de morphologie du conte. C'est-à-dire que le discours sur l'autruche est composé d'un certain nombre de fonctions qui ne sont pas nécessairement toutes présentes, mais qui sont déclinées toujours dans le même ordre qui est d'ailleurs celui de Pline. À côté des naturalistes professionnels, l'âge classique abonde en vulgarisateurs qui évidemment se nourrissent de ces lieux communs. Par exemple, Furetière. On n'a pas l'habitude de parler de Furetière comme un vulgarisateur, mais il y a un très long article autruche dans Furetière, qui fait plus d'une colonne, qui reprend presque tous les lieux communs de l'autruche, sauf un, j'en parlerai tout à l'heure, ou encore, parmi les vulgarisateurs, le spectacle de la nature de l'abbé Pluche, qui décline aussi ces clichés, là on est dans les années 1730. Mais, même les savants les plus convaincus de la nécessité de l'observation et de l'expérience sont également prisonniers du système critique de Johnston. Par exemple, Michel Adanson, qui a passé 4 ans parmi les autruches, hein, c'est sans doute le premier naturaliste qui a une telle expérience du terrain, il a passé 4 ans au Sénégal. Même Michel Adanson ne peut s'empêcher de dialoguer avec Pline quand il parle des autruches. Quand il fait l'histoire de l'autruche, voilà ce qu'il dit. « Je suis persuadé qu'elles eussent laissé loin derrière elles les plus fins chevaux. » Qu'est la comparaison de Pline, 18 siècles plus tôt. Ou encore, « Jusqu'à ce que j'eusse été au Sénégal, on a cru et dit que les autruches se contentaient de déposer leurs œufs. » Là, il s'agit de contredire Pline, mais on est toujours prisonnier de ce système de lieux communs. Ou enfin, toujours chez Adanson, donc Adanson, il écrit en 1757, hein, son retour du Sénégal. Pline avait raison de dire qu'elle lance aussi des pierres. Ça, c'est très curieux. Hein. Adanson, donc, 4 ans à regarder les autruches. Et il est persuadé que les autruches lancent des pierres avec leurs pieds, parce que Pline l'a dit. Donc, entre l'observateur et l'objet se dresse toujours une sorte d'écran textuel, plus ou moins inconscient. Alors, Buffon. Buffon, je vais m'attarder un tout petit peu sur Buffon. Grimm, dans la correspondance littéraire, fait ce reproche à Buffon. L'histoire que M. de Buffon a voulu tracer de ces animaux ne consiste que dans une réfutation assez ennuyeuse des erreurs où d'autres naturalistes sont tombés. Voilà. Et Buffon est parfaitement conscient du problème. Il écrit dans le même volume 10 que critique Grimm, à propos du tatou. Si nos prédécesseurs s'étaient appliqués à faire de meilleures descriptions, nous eussions plus écrit pour la science et moins contre l'erreur. Alors, dans la lignée de Johnston, Buffon définit les droits et les devoirs du critique. Il est exhaustif dans ses références. Dans son chapitre sur l'autruche, il cite 16 auteurs différents. Et ce chapitre se présente comme une sorte de catalogue d'erreurs, mais sans ironie. En effet, et c'est ce qui est sympathique chez Buffon, c'est que lui-même éprouve une sympathie pour les auteurs qu'il critique, et il s'agit moins pour lui de dénoncer ou de ridiculiser l'erreur que d'essayer de la comprendre. Par exemple, voilà ce qu'il dit à propos d'un voyageur qui s'appelle Thévenot. Thévenot était si frappé de la ressemblance de l'autruche avec le chameau qu'il a cru lui voir une bosse sur le dos. En fait, Thévenot était influencé par le nom de l'autruche, hein, Strutocamellus. Donc Thévenot s'est dit Camellus, bon, donc il y a une bosse. Il avait beau avoir une autruche devant lui, il voyait la bosse. C'est ce qu'essaye
de comprendre Buffon, d'où vient l'erreur. Ou encore, à propos d'Oppien. Oppien, c'est celui qui pense que les autruches s'accouplent en se tournant le dos. Oppien, qui croyait mal à propos que les chameaux de la Bactriane s'accouplaient à rebours, a cru, par une seconde erreur, qu'un oiseau-chameau, car c'est le nom qu'on donnait dès lors à l'autruche, ne pouvait manquer de s'accoupler de la même façon. Ou encore, cette fois-ci à propos du docteur Brown, qui est un voyageur anglais en Afrique, qui parle du cri de l'autruche. Alors c'est le seul auteur qui parle du cri de l'autruche. Johnston dit à propos du cri de l'autruche, il dit « Il n'y a rien de remarquable à dire ». De eius voce nil memoratu dignum occurrit. Mais Johnson n'a rien à dire, mais il a créé une case. Donc désormais, il faut remplir cette case. Voilà ce que dit le docteur Brown. Voilà ce que Buffon dit que dit le docteur Brown. Le docteur Brown dit que ce cri ressemble à la voix d'un enfant enroué et qu'il est plus triste encore. Explication de Buffon. Comment avec cela ne paraîtrait-il pas lugubre et même terrible à des voyageurs qui ne s'enfoncent qu'avec inquiétude dans l'immensité des déserts? Donc Brown se trompe, mais on comprend pourquoi il se trompe. Alors c'est là le premier paradoxe de Buffon. Il y en aura deux. Voilà le premier. C'est que le point de vue de Montbard, là où Buffon écrivait, est plus sûr que celui de Dakar. Il est plus important de connaître les mécanismes de l'erreur que d'avoir rencontré l'autruche elle-même. L'expérience n'est pas nécessaire quand la logique suffit à débusquer l'erreur. C'est au nom de la logique que le savant détruit sans réplique, l'expression de Buffon, les idées reçues. Une certitude morale, là aussi c'est une expression de Buffon, qui est supérieure à la certitude physique et qui permet de distinguer le vrai du faux. Par exemple, on est en droit de supposer que l'accouplement des autruches se fait à la manière accoutumée. On est en droit de. Je n'ai jamais vu d'autruche, mais je suis en droit de supposer cela. Ce droit permet d'éliminer les témoignages qui vont à l'encontre d'une sorte de conviction intime. Au même moment, c'est un petit peu de la même façon que raisonne Diderot dans les pensées philosophiques, avec ce passage célèbre où il dit « Tout Paris m'assurerait qu'un mort vient de ressusciter à Passy, je n'en croirais pas un mot. » Ma conviction est supérieure à des témoignages, fussent-ils des milliers de témoignages. Buffon, armé de sa conviction intime, est ainsi le seul naturaliste à refuser chacun des 6 lieux communs que j'ai énumérés tout à l'heure. Donc, si on revient, les autruches, que ne font-elles pas? Vous vous rappelez les 6 lieux communs? Donc, elles n'abandonnent pas leurs œufs, elles ne cèdent pas du vent pour courir, elles ne mangent pas le fer, elles ne s'accouplent pas en se tournant le dos, elles... donc deux. Un cheval. Ah non, ça c'est un cliché, c'est pas un lieu commun. Elles... Des pierres. Pas. Elles jettent des pierres. Elles ne jettent pas des pierres. Voilà. En tout cas, Buffon, sans avoir vu d'autruche, encore une fois, se trouve en droit de... Et il se trouve qu'il a raison en plus. Alors, Buffon, qui prend toujours dans l'histoire naturelle le parti des animaux mal aimés. Il adore la taupe, il aime l'âne, et il ne peut qu'admirer l'autruche. L'autruche qui jouit de 2 biens essentiels à ses yeux, la liberté et l'amour. Retraçons maintenant l'histoire du lieu commun qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est celui de l'enfouissement de la tête dans le sable. Alors, Diodore de Sicile écrit « Elles cachent leur tête dans un arbre ou dans quelques fentes. » Diodore de Sicile, donc c'est 1er siècle avant Jésus-Christ. Un siècle après, Pline, qui a lu Diodore, écrit « Elles se cachent le cou dans un feuillage. » Alors tout le monde a traduit « Elles se cachent la tête », mais Pline écrit « colum ». Ce qui, d'après Gaffio, signifie bien le cou. Mais bon, elle se cache le cou ou la tête dans un feuillage. Pluche. Elle court se cacher la tête et surtout les yeux derrière un arbre. Donc Pluche rajoute cette idée de c'est les yeux qu'elle veut se cacher. Peter Kolb, qui est un voyageur allemand, qui a voyagé en 18e siècle, écrit
elle cache sa tête dans le premier trou qui se présente et demeure tranquille à toutes sortes de risques. Sauf que ce n'est pas Peter Kolb qui écrit ça, c'est Prévost. Prévost qui traduit Peter Kolb dans son histoire générale des voyages. Peter Kolb disait simplement elle se cache la tête où elle peut. Et le trou, c'est une invention de Prévost. Elle se cache la tête dans un trou. Jusque-là, elle se cachait la tête derrière un arbre, dans un feuillage. Voilà le trou. Et Buffon écrit sobrement, on dit qu'elle cache leur tête. Il ne dit pas où. On dit que. On voit qu'il n'est pas encore question de sable. Le sable, ça va être une invention du XIXe siècle. Après Diodore de Sicile, Buffon est le premier donc à refuser de voir dans l'enfouissement de la tête dans le sable un signe d'orgue, pas dans le sable, dans le fait que l'autruche se cache la tête, un signe de stupidité. Donc là aussi, son argument est fondé sur une double conviction intime. Première conviction intime, je doute qu'elle se cache la tête. On ne sait pas bien sur quoi est fondée cette conviction, puisque même Diodore de Sicile admettait qu'elle se cachait la tête. Deuxième conviction, si elle le faisait, dit Buffon, je refuse de croire que ce soit par stupidité. Ça doit être pour une autre raison. Mais on touche ici à ce que j'appellerais le deuxième paradoxe de Buffon. En effet, avant lui, la légende de la bêtise de l'autruche, qu'il dénonce, avait été quasiment oubliée. Depuis Pline, elle avait été oubliée. Par exemple, Willoughby, un grand naturaliste anglais du XVIIe siècle, Furetière, là-bas, un voyageur, un compilateur jésuite, ne parle absolument pas de cette idée de l'autruche qui se cache la tête. Et c'est à partir de Buffon, en 1770, que l'idée reçue, qui jusque-là était enfouie dans les sables de la littérature antique, devient virale. Au moment même donc, où Buffon dit « elle ne se cache pas la tête dans le sable », tout le monde commence, le cliché commence à se répandre. C'est une règle dans le domaine de la communication politique ou institutionnelle, qu'en niant un fait, on lui donne une publicité. Si je soutiens que l'Académie de Lyon ne doit pas sa colossale richesse à la traite négrière, je suis sûr que je vais participer à ruiner la réputation de l'Académie de Lyon. Si j'affirme qu'il est faux qu'il existe en France une loi qui n'a jamais été abrogée, qui interdit de nommer son cochon Napoléon, eh bien, je suis sûr que je contribue à accréditer cette légende chez ceux d'entre vous qui n'en seraient pas, qui ne la connaîtraient pas. Mais ça sera le sujet d'une autre discussion. Donc, c'est maintenant dans la dernière partie de cet examen, de cet exposé, que je vais examiner comment s'est diffusée dans la langue courante la principale idée reçue liée à l'autruche, aujourd'hui, qui est celle de la tête cachée face au danger. Alors, je ne reviendrai pas sur les exemples récents dont j'ai donné un échantillon en introduction. Nous allons remonter au XIXe siècle et suivre la piste de l'autruche en remontant de proche en proche jusqu'à ce que je crois être la source. Alors, un grand adepte de l'expression politique de l'autruche dans les 2 dernières décennies du XIXe siècle, c'est Joseph Reinach. Alors, Joseph Reinach, journaliste et homme politique, les Lyonnais connaissent son frère, Salomon, qui a donné, bienfaiteur de l'Université de Lyon, qui a donné son nom à une rue du 7e arrondissement, ou peut-être Théodore Reinach. C'est l'aîné, c'est le plus grand et le moins connu des 3 frères Reinach, Joseph, mais bon, vous allez voir qu'il est intéressant. Donc, journaliste, homme politique, qui s'engage dans l'affaire Dreyfus en 1898, d'un côté que vous imaginez, et qui écrit « Qui ne frémirait d'horreur à cette pensée d'un Sedan moral avant que ne soit tiré le premier coup de fusil. J'entends bien, c'est la politique de l'autruche qui cache sa tête dans le sable pour ne pas voir le danger. » Cache sa tête dans le sable pour ne pas voir le danger, donc dans un livre qui s'appelle « Vers la justice, par la vérité ». La même année, le même Reinach utilise la même expression pour parler de la politique du Second Empire. C'est une idée, dira-t-on, qu'il ne faut pas exprimer, qu'il faut chasser. J'entends bien. Il dit toujours « j'entends bien ». J'entends bien, c'est la politique de l'autruche
qui cache sa tête pour ne pas voir le danger. Le danger arrive quand même. L'Alsace-Lorraine la connaît, cette politique. C'est la politique du Second Empire. Mais 20 ans plus tôt, le même Reynac avait déjà utilisé cette expression à propos de la politique extérieure de la France. Elle s'écartait des dangers, que les ignorer, certes, c'est une politique commode que celle que nous avons baptisée ici même la politique de l'autruche, mais elle est encore plus périlleuse qu'elle n'est indigne. Avec M. Clémenceau, la politique de non-intervention a quelque honte d'elle-même. Elle se cache politiquement sous le voile des mots de paix et de recueillement. Alors Joseph Reynac semble avoir le monopole de l'expression politique de l'autruche, mais pas de la métaphore de l'autruche. En effet, au même moment, un journaliste peut-être plus connu que Reynac, Francisque Sarcey, écrit « Nous nous moquons de l'autruche qui, si l'on en croit la légende, poursuivie par les chasseurs, cache sa tête entre deux pierres et s'imagine n'être pas vue d'eux parce qu'elle ne les voit plus elle-même. Nous sommes tous plus ou moins autruches et c'est à nous qu'on peut appliquer la locution proverbiale « bête comme une autruche ». Ou encore Jules Duval. Alors Jules Duval est un journaliste fourriériste qui réagit au sarcasme d'un collègue, un confrère de la Société d'économie politique, Enrico Cernucci, qui est le fondateur du musée qui porte son nom à Paris. Et Cernucci s'était moqué de Duval, et Duval, juste avant de mourir, réplique « Monsieur Cernucci a fait rire à nos dépens en nous comparant dans nos recherches des solutions sociales à ces animaux non vulgaires qui cherchent et découvrent des truffes. L'autruche, qui cache sa tête pour échapper au danger, est-elle donc un animal supérieur au cochon, chercheur de truffes? Et M. Cernucci entend-il nous la proposer comme modèle ?» Donc on voit que l'éloquence de la Troisième République est particulièrement riche en autruche. Mais la comparaison désobligeante avait déjà cours au milieu du siècle, donc je remonte, sous une forme un peu différente qu'on trouve par exemple dans le dictionnaire de Becherel en 1845, entrée autruche, homme grand, lourd et stupide. Cette expression vient de ce que l'autruche passe pour se croire en sécurité quand elle a caché sa tête sous ses ailes. Alors ça, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Je ne sais pas si c'est ni avant ni après. Donc c'est Becherel, 1845. Un peu plus tôt encore, vers 1840, en 1843 exactement, un article de François Cantagrel, qui est un homme politique, journaliste aussi. Cantagrel écrit un article intitulé « Du droit au travail et de son organisation pratique », un article qui ne recule pas devant le mélange des métaphores, vous allez voir. La compression agit sur la société comme la fonte sur la vapeur. Plus les prolétaires sont nombreux, plus ils sont prêts de briser le cadre qui les étreint. Nier que la haine est sa raison d'être, prétendre que la révolte n'est pas sérieuse, qu'elle n'a pas de racines profondes dans le sol industriel et social, c'est se complaire dans un aveuglement coupable et dangereux, c'est agir comme la stupide autruche qui se cache sa tête sous le sable. Ah. Donc ce texte est doublement remarquable, d'abord parce que, à une exception près, je vais y revenir, c'est le premier emploi politique de la métaphore de l'autruche, et d'autre part parce que Cantagrel est, à ma connaissance, le premier pour qui l'autruche enfouit sa tête dans le sable. Alors, je ne doute pas que quelqu'un trouvera une autruche qui, grâce au moteur de recherche et au corpus numérisé de plus en plus performant, on trouvera peut-être un exemple. Mais dans l'état actuel de mon enquête, Cantagrel est le premier à utiliser l'autruche comme argument politique et à lui fourrer la tête dans le sable. Or, comme Jules Duval, que j'ai cité plus haut, Cantagrel est un disciple de Fourier. Ils sont contemporains, ils se connaissaient, et on peut faire l'hypothèse que la référence à la stupide illusion de sécurité de l'autruche a d'abord fait partie de la rhétorique socialiste de ces années-là. Approuvé. Alors, avant Cantagrel, donc avant 1843, je n'ai trouvé aucun exemple de ce genre, ni pendant la monarchie de Juillet, ni sous la Restauration, ni sous l'Empire, ni pendant la Révolution, qui est pourtant fertile en métaphores animales. Mais je vais expliquer pourquoi. Ah, je fais comme Michel Lagarde, là, je mélange mes feuilles. 9, 10... Ah oui, voilà. C'est plus de 60 ans auparavant, sous Louis XVI, un autre journaliste politique qui n'a rien d'un progressiste, lui, Simon Nicolas Henri Linguet,
que nous devons l'invention de l'expression politique de l'autruche. Là aussi, c'est une affirmation qui attend d'être contredite, invalidée. Linguet commente un discours de Lord North, qui était le Premier ministre anglais de l'époque. Nous sommes en 1778. Lord North qui, devant la Chambre des communes, prend acte de l'indépendance des États-Unis. Il dit en gros, bon, il n'y a rien à faire, on arrête, on limite les dégâts. Discours que Linguet considère comme une rétrogradation humiliante, une véritable soumission envers des sujets révoltés. Et voilà ce qu'écrit Linguet, donc, dans le numéro 22 de son journal, qui s'appelle Les Annales, politiques, civiles et littéraires. Est-ce au conseil d'une grande nation qu'il faut proposer avec tant d'emphase cette politique des autruches? Alors, il est possible que sous la plume de Linguet, l'expression n'ait pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui, qu'elle stigmatise plutôt la lâcheté que la bêtise. Quoi qu'il en soit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce cliché politique apparaît précisément au moment où le lieu commun d'histoire naturelle vient d'être détruit sans réplique par Buffon. Alors, en conclusion, je voudrais parler d'autres métaphores qu'a fournies l'autruche, des métaphores non plus politiques, mais qui relèvent de la vie privée, du comportement individuel. Alors, deux exemples littéraires. Un chez Balzac, dans La physiologie du mariage, en 1826. Balzac parle d'une imprudence d'autruche. Pour Balzac, l'imprudence d'autruche, c'est celle qui conduirait un homme à se marier aveuglément, sans avoir vérifié les qualités de sa promise. Imprudence d'autruche. Enfin, c'est intéressant parce que c'est une erreur masculine, hein, alors que généralement l'autruche est plutôt, vous allez voir, plutôt liée aux femmes. Une autruche. Et Maupassant, d'ailleurs, dans Histoire d'une fille de ferme, en 1881, évoque une pudeur d'autruche. Alors, une pudeur d'autruche, c'est celle d'une jeune fille qui, j'ose à peine le dire dans ce cercle, qui, voyant qu'elle ne peut résister, se cache la figure dans les mains et cesse de se défendre. Pudeur d'autruche. Alors, la citation de Maupassant nous invite en conclusion à évoquer les connotations sexuelles attachées à l'autruche. Alors, nous ne reviendrons pas ici sur l'erreur d'Opien, dûment dénoncée par Buffon, mais, sous peine d'être taxé de pudeur d'autruche, ou de gazelle, si vous voulez, nous ne pouvons passer sous silence deux caricatures de Marie-Antoinette. Alors, donc là nous sommes en 1791. L'association de Marie-Antoinette avec l'autruche résulte d'abord d'un pitoyable jeu de mots explicité dans la gravure. Vous voyez, la poule d'Autru est sur un Y, donc l'autruche, l'archiduchesse d'Autriche est comparée à une autruche. Voilà, donc il y a d'abord cette raison. Rapprochement qui est surmotivé ici par la voracité de l'oiseau. De même que l'autruche avale n'importe quoi, Marie-Antoinette avale tout, sauf la Constitution. Donc elle a dans la bouche la Constitution, c'est la Constitution de 1791. Alors ce qui est... l'estampe a été coupée, mais on peut rétablir l'alexandrin. Je digère l'argent avec facilité, mais la Constitution, je ne puis l'avaler. Donc, une autre raison qui associe Marie-Antoinette à l'autruche, c'est peut-être la mode de l'époque, ce qu'on appelait les bonnets. C'était ça, un bonnet, hein, des coiffures extravagantes, qui date celle-là de 1779. Elle est gravée par Gabriel de Saint-Aubin pour la Galerie des Modes, avec une utilisation abondante des plumes d'autruche dans ces coiffures, mais où il y a aussi des feuilles de chêne, des fruits divers, il n'y a pas des plumes d'autruche, mais la plume d'autruche est un élément important, et Marie-Antoinette est associée à ces extravagances de mode. La caricature de la poule d'autruche que j'ai montrée émanait sans doute des propagandistes de Philippe d'Orléans. Philippe Égalité,
de même que celle-ci. Là, on est à peu près sûr que c'est Philippe d'Orléans, d'une part à cause de la vulgarité, et du fait aussi que le priape, c'est quasiment une signature de la propagande orléaniste de cette époque. On voit des phallus partout. Là, alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Marie-Antoinette est présente, mais elle n'est plus elle-même l'autruche. Elle fait face à Lafayette, montée sur un oiseau bipède. Tout à l'heure, on avait vu Donald dans un dessin un petit peu plus innocent, monté sur un oiseau bipède, auquel le dessinateur donc donne une ressemblance qui jusque-là avait échappé aux naturalistes. Mais avec un peu d'imagination, c'est pas impossible. Et on voit que ici, l'obscénité importe plus que le message politique, qui est moins clair que dans la première caricature. On ne voit pas bien ce que veut dire cette caricature. Voici une version de luxe, inversée et en couleur. On voit donc que l'autruche est un objet éminemment plastique qui occupe dans l'imaginaire occidental une place qui ne se limite pas à sa propension à la légende de la tête dans le sable. C'est pourtant sur ce dernier lieu commun que je vais conclure en vous invitant à méditer ce commentaire de Diodore de Sicile, le seul ami des autruches, avec Buffon, parmi les auteurs que j'ai cités. Voilà ce que dit Diodore de Sicile, donc 1er siècle avant Jésus-Christ. Quand elles sont sur le point d'être prises, elles cachent leur tête, je change l'image quand même, elles cachent leur tête dans un arbre ou dans quelque fente. Non, comme disent quelques-uns, par une stupidité qui leur fasse croire qu'on ne les voit pas, parce qu'elles ne voient personne, mais par un instinct qui les porte à garantir leur tête comme la plus importante et la plus faible partie de leur corps. Donc ce n'est pas du tout par bêtise que l'autruche se cache la tête, c'est par un instinct de conservation bien raisonné. On imagine mal un président de l'Académie de Lyon avouer candidement que son intention pour 2021 est d'ignorer résolument les dangers qui pèsent sur l'institution. Si tel était son projet, il choisirait peut-être, pour dire la même chose, d'autres expressions métaphoriques, d'autres animaux. Il ne dirait pas « enterrons-nous la tête dans le sable », il dirait par exemple « faisons le dos rond », mais nous ne ferons pas ici l'histoire du chat. Même si nous ne sommes pas en séance classique, puisqu'il nous reste un quart d'heure, peut-être qu'il y a des questions, des commentaires. Ça se fait normalement. Mais oui, bien sûr. Pierre. Il y a un homme politique, le président du Conseil de la 4e République, qui aime à citer Thierry Dumont ici présent, c'est Henri Queuille, disant « Il n'est pas de problème insoluble qu'une absence de solution ne finisse un jour par résoudre ». Alors, est-ce que pour toi, c'est une variante? C'est trop compliqué. Il n'est pas de problème insoluble qu'une absence de solution ne finisse un jour par résoudre. J'appelle à la sagesse de la nombreuse assistance pour voir le rapport entre Queuille et l'autruche. Ne rien faire. Ne rien faire, oui. Oui, éloge de l'immobilisme, oui. Oui, donc, oui, Queuille serait du côté... Ah oui, non, mais Queuille, oui. On avait dit un peu comme ça dans un premier poste administratif, s'il y a une question très urgente, il suffit de la laisser de côté et ça sera fait bientôt. Oui, non, mais la politique de l'autruche a ses mérites et elle est appliquée par tout le monde. Simplement, on ne la revendique pas comme telle. Oui. Tu parlais de la Bible. Oui. Et il y a un auteur dont on entend les lamentations pendant le Triduum pascal, qui est Jérémie, qui parle de la cruauté des autruches au désert. Oui, alors au moment où je disais Job, je me demandais si ce n'est pas Jérémie. La cruauté, je pense que c'est l'abandon des œufs. Oui. Alors est-ce que c'est dans Job et dans Jérémie, ou est-ce que j'ai confondu les deux? C'est à vérifier, effectivement. Et parce qu'elle ne serait cruelle qu'au désert?
ou c'est parce que les autruches sont toujours au désert? Elles sont toujours dans le désert, oui. Donc voilà, l'autruche au désert, c'est une façon de dire l'autruche. Oui. Voilà. Et donc, cette image est renversée par des commentateurs plus tardifs en foi dans la providence. Si Dieu existe, je peux bien abandonner mes œufs. On pourrait essayer, puisque tu aimes les enquêtes comme ça à long terme, de regarder les usages théologiques des oiseaux, puisque un des emblèmes les plus célèbres, les plus habituels du Christ, c'est le pélican, bien sûr. Et donc se demander s'il y a une sorte de bestiaire avicole théologique. Denis, j'ai énormément apprécié l'humour de toute la présentation et je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler en tant que parent et grand-parent la réaction des petits-enfants quand ils sont assez petits et qu'on leur demande de se cacher. Très souvent, j'ai vécu cela à de nombreuses reprises. Ils se ferment les yeux ou ils se mettent la tête dans un coin et ils ont tout à fait cette réaction de croire qu'on ne pourra pas les trouver. Et ça, c'est une réaction humaine de petits-enfants. Par ailleurs, je voudrais te demander si cela est vrai. J'ai dans mes souvenirs qu'une autruche est capable de courir à 80 km/h, c'est-à-dire plus rapidement qu'un cheval. Voilà, oui, ça Est-ce la réalité? Sauf pour Buffon. Mais tout le monde... Non, mais dans la réalité. Alors, selon tout l'univers, qui est ma source ultime, oui, c'est vrai. Ouais. Sur une courte distance, elle est aussi rapide que le cheval, et sur une courte distance, elle l'est plus, oui, parce qu'elle peut changer de direction plus facilement que le cheval. Oui, ça va vite, une autruche. D'ailleurs, Buffon fait des calculs en disant, bon, j'ai jamais vu d'autruche courir, mais quand je vois à quelle vitesse court la pintade, et que je multiplie la taille de la pintade par celle de l'autruche, ça doit être... C'est pas linéaire. Bah, allez expliquer ça. Laurent me signalait un texte sur la chasse aux autruches, qui est une grande occupation en Afrique du Nord. Les cavaliers, sachant qu'ils ne peuvent pas rattraper les autruches à la course, utilisent la force du vent. En effet, une autruche, donc quand elle a le vent contre elle, elle décolle un petit peu, hein, comme un catamaran, et donc là, on ne peut pas la rattraper. En revanche, quand elle a le vent dans le dos, elle est écrasée sur le sol, et là, elle peut être rattrapée. C'est ce commentateur de Gassendi, hein, Bernier, c'est ça c'est le seul. Je n'ai pas trouvé d'autres explications de l'utilisation du vent par l'autruche. Oui. Donc, si vous devez rattraper une autruche, assurez-vous d'avoir le vent dans le dos. Voilà, c'est ça. Moi, je me disais que tu as plusieurs fois tu as parlé des pieds de l'autruche qui jettent un peu clair, jamais des pattes. Je me demandais quelle signification ça pouvait avoir pour un animal par rapport à ce qu'on dit généralement, on parlera des pattes, éventuellement même de la patate, mais jamais des pieds. Oui, mais ta remarque est bonne parce que une des choses qu'on dit de l'autruche, c'est ce qui frappe tout le monde, c'est elle est bipède et elle a des caractéristiques humaines. Et donc, très souvent, elle est décrite dans des termes qui pourraient être... par exemple, pour décrire ses yeux, elle a des yeux charmants, couleur de noisette, dit Brisson. Et souvent, la description de l'autruche utilise donc des termes qu'on appliquerait plutôt à un homme qu'à un humain, qu'à un animal. Donc pied, effectivement. Bon. Toujours pied, j'ai toujours pas mis pied. Oui, donc tu as raison. D'autres remarques ou questions? Sartre ne parle jamais, parce
avec ces théories de l'évanouissement, quand on veut nier le monde autour de soi, il n'a jamais mis ça en rapport, t'as pas regardé. Sartre, tu veux dire? Sartre. Ah oui. Oui, parce que je pensais, à cause de la remarque, se cacher les yeux, enfin, nier le monde, plutôt que de l'affronter, c'est une des grandes... un des thèmes de... Oui. Ou alors, pris d'une autre façon, Berkeley, donc le solipsisme total, hein, le monde n'existe que vu par moi, donc si je ferme les yeux, il cesse d'exister. Bon, on va demander à Sartre, on en connaît un au moins. Oui, d'accord. Bon, je suis toujours preneur, hein, si vous trouvez d'autres références aux autruches, soit qui contredisent ce que j'ai dit, soit qui les confortent, il est toujours temps pour que je les intègre dans la version écrite pour les mémoires de l'année prochaine. Bien, merci encore. La prochaine réunion.